Après avoir entendu Anne Hidalgo, je vous propose un dialogue avec Jean Jouzel, qu'elle a cité, pour introduire nos travaux. Et avant de débattre, on va regarder une petite vidéo issue de quelques extraits d'un reportage d'Ushuaïa qui vont illustrer un peu les propos qui viennent d'être tenus. Le 24 mai, à la veille d'élections très attendues en Europe, 1 600 000 jeunes défileront dans quelques 118 pays. And I want you to panic. I want you to act as if the house was on fire. You say you love your children above all else, and yet you're stealing their future in front of their very eyes. Bien, vous avez peut-être reconnu un de vos enfants. Sinon, Vipoulan, qui sera là tout à l'heure, viendra témoigner, qui était à la fin de la vidéo. Anne Hidalgo disait, Jean Jouzel, être optimiste, mais la jeunesse est inquiète. Vous êtes un climatologue et un glaciologue bien connu, qui est un des premiers à avoir alerté sur le réchauffement de la planète. Vous êtes membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat, qui se réunit à l'instigation du président de la République et qui doit, d'ici janvier, rendre un certain nombre de conclusions sur les moyens d'agir. Alors ma première question, c'est est-ce que vous êtes optimiste ou est-ce que vous êtes pessimiste? Bonjour Philippe Mabille, Madame le maire, chère Anne, bonjour à tous et à toutes. C'est pas si simple, disons, j'étais, pour revenir à ce que Madame la maire a évoqué, 2015, j'étais plus optimiste juste à la sortie de l'accord de Paris, puisque je crois que son succès, c'était son universalité. Dans l'accord de Paris, il est clairement indiqué que les engagements de l'accord de Paris sont insuffisants par rapport aux objectifs de cet accord. Disons que par rapport à 2 degrés et les 2,5 degrés, bien en deçà de 2 degrés, voire 1,5 degré par rapport au pré-industriel, il est clair, et c'est clairement inscrit dans l'accord de Paris, que les engagements pris par les différents pays ne sont pas à la hauteur. En fait, les engagements pris sur la période 2020-2030 de réduction ne nous font faire qu'un tiers du chemin par rapport à 2 degrés, un cinquième du chemin par rapport à 1,5 degré. Mais dans l'accord de Paris, c'est inscrit, et le succès de l'accord de Paris, je dirais, c'était son universalité. Quoique ça reste son universalité, puisque tous les pays l'ont signé, pratiquement tous les pays l'ont ratifié. Malheureusement, eh bien, nous sommes dans un mécanisme, disons, assez négatif, avec le retrait annoncé des États-Unis, le retrait officieux du Brésil, le retrait, disons, certains pays qui traînent les pieds, l'Australie, la Russie par exemple, et cette force de l'accord de Paris qui normalement devait nous emmener vers, à augmenter l'ambition de l'accord de Paris, disons, à remonter l'ambition. Eh bien, on voit bien que c'est difficile. C'est ce qui devrait être au cœur de la prochaine conférence à Madrid, et on voit bien les difficultés. Donc, on ne peut pas être trop optimiste, disons, et ce n'est pas l'accord de Paris qui est en cause, c'est le fait que certains pays, effectivement, s'en retirent. Et je crois qu'on est là, justement, pour redire la force, et avec Anne Hidalgo, pour redire la force de cet accord et la nécessité que tout le monde reste engagé, je crois. Anne Hidalgo, cette jeunesse nous observe, elle dit qu'elle nous jugera, et elle est inquiète, je le disais, certains de ces jeunes, alors on connaît Greta Thunberg qui a lancé un mouvement de grève de l'école, qui n'est pas forcément une solution, puisque la solution, on le sait, est peut-être aussi du côté de la science, mais c'est une alerte. Cette jeunesse qui dit qu'elle nous juge, elle craint d'être la dernière génération sur Terre. Qu'est-ce qu'on peut faire face à cette situation ? Comment est-ce qu'on peut montrer qu'on peut aller plus vite? C'est ce qu'elle nous encourage à faire. D'abord, il faut les écouter
Et je dois dire ici que je suis très choquée du traitement qui est réservé à Greta Thunberg et à beaucoup de jeunes de ce mouvement. D'ailleurs, beaucoup de jeunes femmes, il y a aussi des jeunes hommes, mais il y a beaucoup de jeunes femmes dans ce mouvement. J'ai eu l'occasion de les rencontrer régulièrement à Paris, mais aussi avec le réseau des maires du C40 à Copenhague, où nous avons pu accueillir beaucoup de ces jeunes du monde entier qui sont venus nous dire leur désarroi, leur angoisse, mais aussi leur combativité pour se faire entendre et se faire entendre des dirigeants aujourd'hui de la planète. Et je suis très choquée de la façon dont une jeune fille de 16 ans qui a eu le courage de dire ce que toute une génération a entendu, puisque toute une génération s'est soulevée, et avec cette génération, leurs parents, parce qu'il y a beaucoup d'adultes aujourd'hui et de parents qui sont en train de bouger sous l'effet justement et de la mobilisation de leurs ados. Je trouve qu'il y a un traitement qui est absolument déplorable, tout comme d'ailleurs le fait de discréditer la parole scientifique lorsqu'on dit que le risque climatique, les risques climatiques, l'urgence est là. On a toujours tel ou tel chroniqueur qui va venir expliquer que non, que le diesel c'est propre, que finalement l'électrique c'est pire que le diesel et le charbon. Bon, bref, il y a toujours des voix comme ça qui s'élèvent. Je pense qu'il faut les écouter, ces jeunes, et il faut, au-delà de les écouter, les impliquer dans le processus de décision. Nous, c'est ce qu'on a décidé de faire à l'échelle de notre ville, en créant d'abord, pas que les jeunes, mais on a lancé avec la consultation sur le plan climat de la ville de Paris un mouvement des volontaires pour le climat, qui sont des citoyens de tout âge, qui se forment, qui viennent, qui participent à l'échelle de leur vie citoyenne, familiale, ou dans leur entreprise, ou dans leur université, dans leur école, à des actions qui sont des actions qui permettent d'être utiles. Ce qui est bon pour soi peut être bon pour la planète, et on y trouve de la satisfaction. Donc on a ce réseau des volontaires du climat, mais surtout nous sommes en train de monter une académie du climat qui sera un lieu ici à proximité dans la mairie du 4e arrondissement, qui sera un lieu pour justement apprendre à la fois des scientifiques. Donc ce sera un lieu où les scientifiques seront présents et viendront partager leurs connaissances avec des jeunes, mais aussi où les jeunes pourront s'exercer sur des solutions qui ensuite pourront évidemment être transférées dans la société. Donc nous sommes en train de construire cette académie du climat, d'ailleurs en consultant très très largement, y compris les réseaux, les associations de jeunes mobilisés, pour être un de ces lieux d'où justement pourront partir les transformations. Jean Jouzel, la société civile a-t-elle la solution? On voit bien la difficulté qu'ont les politiques à aller beaucoup plus loin. Est-ce que la Convention citoyenne pour le climat va proposer de nouveau la taxe carbone? Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils sortent une nouvelle taxe carbone, peut-être plus sociale que la précédente? Mais est-ce que c'est ça qu'il faut attendre? Ou quels sont les principaux espoirs que vous avez de cette Convention? Alors, d'abord sur la Convention citoyenne, je pense que c'est une initiative intéressante. Je pense que ce sont vraiment les citoyens ont leur mot à dire. Bon, pour répondre à votre question, Philippe, c'est clair que dans la lutte contre le réchauffement climatique, tout le monde a un rôle à jouer. L'exécutif a un rôle à jouer. Je dis très souvent que quand on parle de mobilité, d'urbanisme, ce sont dans les métropoles, dans les territoires que ça se passe. Et ce sont plus les élus locaux, les élus régionaux, ce qu'on appelle les gouvernements locaux dans le jargon international, qui ont un rôle à jouer. Les entreprises ont un rôle, l'enseignement a un rôle à jouer, les jeunes également. Donc,
et les citoyens, je crois que c'est bien, enfin, disons, cette initiative, évidemment, moi j'y suis impliqué au titre du comité de gouvernance, quand on est, disons, embarqué dans une aventure, on a envie qu'elle réussisse, bien sûr, c'est logique. Donc, voilà, c'est organisé de façon, bien, justement, autour des grands thèmes dont vous allez discuter aujourd'hui, se déplacer. C'est bien, on voit bien qu'en France, les émissions ont du mal à diminuer. Alors quand on parle d'empreinte carbone, c'est-à-dire qu'on compte ce qu'on importe, c'est encore pire. Et que dans cette difficulté à respecter nos engagements, ce que nous ne faisons pas, nous avons déjà du retard. C'est bien l'objectif de cette convention citoyenne, de proposer des mesures pour que la France respecte ses objectifs, au moins 40% en 2030. Eh bien, justement, là où le bas blesse, c'est dans la mobilité en premier lieu. C'est vraiment se déplacer. Alors autrement, évidemment, se nourrir, se loger. Ce sont vraiment les grands thèmes. Produire, travailler, et puis aussi consommer, évidemment. Mais voilà, donc pour le moment, il y a effectivement des pistes qui ont été évoquées par les citoyens. On va commencer à partir pas du prochain week-end, mais du suivant, à rentrer plutôt dans des véritables propositions. Et oui, j'espère qu'il y aura des propositions qui, effectivement, seront de nature à répondre à l'objectif. Mais le point qui est important, et je rebondis bien sûr, à la fois sur la taxe carbone et puis sur l'introduction d'Anne Hidalgo, c'est clair que pour moi, c'est une chose dans laquelle je me suis beaucoup investi, la principale conséquence du réchauffement climatique, c'est quand même le risque d'accroissement des inégalités. Si on les prend non pas une par une dans leur ensemble, et c'est vrai pour les conséquences du réchauffement climatique, on voit quand même bien que, disons, à chaque catastrophe climatique, les gens qui sont les victimes de y compris récemment, ce sont généralement les couches les plus, pas forcément les plus riches de la population. Elles ne sont plus dans les zones inondables, bien sûr. Mais il y a aussi un autre point qui est important, qui est qu'il peut y avoir des inégalités créées par les mesures prises justement pour lutter contre le réchauffement climatique. Ça a été clairement le cas de l'augmentation de la taxe carbone telle qu'elle était envisagée. Je m'étais impliqué à l'époque avec la taxe Rocard en 2008, c'était quand même mieux fait. Et effectivement, je pense que la fiscalité carbone va être de nouveau évoquée au sein de la Convention climat, parce que tout le monde comprend que si on n'a pas d'outils d'incitation, pour réussir cette transition, on n'y arrivera pas. Donc c'est indispensable, disons de façon un peu plus large, une fiscalité écologique est indispensable réellement. Et j'espère que ça sera rediscuté, mais ce sont les citoyens qui en décident, ce n'est pas le comité de gouvernance. Donc c'est très clair, mais voilà, donc il ne faut pas oublier que c'est dans un esprit de justice sociale que ces mesures doivent être proposées. Anne Hidalgo, nous sommes en novembre, fin novembre. Je pense que fin janvier, on peut penser que vous serez probablement en campagne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur votre vision, pas forcément les mesures précises, mais votre vision? Vous parliez des lobbies, alors ils ont aimé Anne Hidalgo 2014-2020. Est-ce qu'ils vont adorer Anne Hidalgo 2020-2026? Qu'est-ce que vous avez comme vision sur l'avenir des mobilités en ville, en ayant en tête ce qui vient d'être dit, je crois, par Jean Jouzel, c'est la question de l'équilibre, parce qu'on voit bien que si on veut réduire l'usage de la voiture pour ceux qui en ont le plus besoin, il faut apporter des alternatives. D'abord, sur ce que vient de dire Jean Jouzel, je pense qu'il faut aussi qu'on repense les critères d'évaluation de notre économie. Si on continue à considérer, par exemple, les maires que nous sommes, nous passons des marchés publics, des consultations, et dans ces consultations, on doit prendre celui qui offre le meilleur prix. Le meilleur prix n'est pas forcément le plus vertueux du point de vue de ce qu'on appelle les externalités négatives, c'est-à-dire du point de vue de la façon dont on traite les salariés qui ont produit tel service ou tel produit, ou de la façon dont telle ou telle entreprise se soucie de son bilan carbone, de son empreinte ou pas. Donc je pense que nos économies doivent, au-delà d'un PIB qui est la base de nos échanges et de la mesure de ce que nous valons à l'échelle nationale et mondiale, doivent aller
vers des critères qui intègrent ces externalités négatives. Ce qu'on est en train de faire ici, et on pense que les partenaires économiques avec lesquels nous travaillons, les partenaires sérieux, ont envie d'aller de ce côté-là. On est en train de travailler avec Olivier Boin, qui est un économiste, sur justement la prise en compte de ces externalités négatives dans les marchés qui sont des marchés de services ou de biens d'une collectivité comme la nôtre, pour pouvoir, dans le choix final, faire en sorte qu'on intègre effectivement le caractère vertueux sur le plan social et sur le plan environnemental de la production de telle entreprise ou de tel service. Je pense qu'il faut aller vers ça. Et je suis sûre qu'il y a vraiment tout un monde économique. Là, je vois les femmes du Grand Paris qui sont extrêmement engagées dans des entreprises qui essayent vraiment d'aller sur ce chemin. Ça me paraît important. Sur l'avenir des mobilités, évidemment que les mobilités doivent être conçues comme des libertés et pas comme des contraintes. On nous a tellement dit que la voiture individuelle, thermique, dans sa bulle, c'était la liberté absolue, qu'il faut sortir en fait de ce modèle, y compris mental et culturel, qui fait qu'on prend en fait une dépendance pour une liberté. Et il faut sortir de cette dépendance à la voiture individuelle thermique du chacun pour soi, pour aller vers des libertés, ce qu'on essaye de donner, par exemple, avec Christophe à l'échelle de Paris, qui sont la possibilité d'utiliser plusieurs modes de déplacement dans une même journée d'ailleurs. On peut prendre le métro, je parle bien sûr des centres urbains, je ne suis pas en train de parler des zones rurales où le sujet est d'une autre nature. Et évidemment que les solutions de Paris ne sont pas transposables dans la Creuse. C'est évident, et je n'ai absolument pas la prétention de dire que nos solutions doivent s'imposer dans le monde rural, parce que ça serait une aberration. Il y a d'autres solutions à inventer pour le monde rural. Mais des solutions comme le métro, le vélo personnel, le vélo assistance électrique ou pas, le vélo en partage dans des systèmes de mobilité partagés, le véhicule électrique ou au hydrogène en mode partagé, toutes ces formes-là doivent pouvoir se conjuguer et être offertes aux populations. Et quand je dis offerte, je pense que la question de la gratuité, alors pas peut-être pour ces mobilités-là, mais pour ce qui est le réseau principal de mobilité, à savoir le métro et je dirais le lourd, les transports plus lourds, bus, métro, tram dans une ville comme la nôtre, on doit aller vers de la gratuité. Alors est-ce que c'est de la gratuité pour tous les publics ? Nous, on a abordé les choses de façon très pragmatique à Paris. J'ai regardé tous les publics qui ont déjà un remboursement à moitié, les publics salariés. J'ai dit, là, on ne va pas y aller parce que c'est plutôt le champ des entreprises. C'est aux entreprises, là, de travailler sur l'accompagnement de la mobilité et du pouvoir d'achat de leurs salariés. Mais prenons tous les autres publics. Ceux qui n'ont pas un remboursement, par exemple, à Paris, en Île-de-France, de leur passe Navigo. On a les retraités, donc on a décidé de mettre en place la gratuité à partir de 65 ans, sous condition de ressources, mais on a pris quand même 2200 € pour une personne seule retraitée, ce qui nous permet quand même de couvrir vraiment un nombre de personnes retraitées très important. La gratuité, bien sûr, pour toutes les personnes qui étaient minima sociaux, etc. Mais les jeunes, on a fait une première mesure de gratuité pour tous les enfants, de 0 à 11 ans, avec un remboursement des titres de transport, là, qu'on a appliqué depuis septembre. Et puis, pour les adolescents qui payaient 350 € annuels de passe Navigo, on a décidé de prendre en charge la moitié. Je pense qu'il faudra aller plus loin et aller sur une gratuité pour ces jeunes-là. La question de la gratuité, alors quand je l'ai évoquée il y a déjà plusieurs mois, en essayant de la travailler de façon pragmatique mais aussi rationnelle,
On m'a dit, mais c'est n'importe quoi, la gratuité, c'est pas possible, il faut de l'argent pour les infrastructures. Oui, mais je pense que l'argent pour les infrastructures, c'est la solution de Jean Jouzel. C'est une banque, c'est des investissements, plusieurs, 1000 milliards, c'est ça, d'euros pour l'investissement. Et l'investissement public doit aussi être au rendez-vous. C'est pas vrai qu'on pourra se passer d'investissement public. C'est pas vrai. Il faut de l'investissement privé, c'est clair. Mais c'est pas vrai qu'on pourra se passer d'investissement public pour permettre justement, et vraiment je ne comprends pas, enfin si je comprends parce que je suis dans ce monde politique aussi, mais je ne comprends pas cette espèce d'enfermement mental dans lequel sont nos dirigeants. Plusieurs fois, comme Jean Jouzel, j'ai plaidé l'idée qu'au niveau européen, il y ait un plan sur les infrastructures de transport qui déjà nous permettrait, mais à quel point de faire baisser la pollution et les émissions de gaz à effet de serre, qu'il y ait cet investissement massif. Vous savez ce qu'on nous a fait à Paris ? On avait lancé et prévu un financement, toutes les collectivités contribuaient, l'État, etc., sur le Grand Paris Express. En 2017, ce financement était prévu. La ville mettait beaucoup d'argent, y compris pour des transports hors de Paris. Et puis, on vient nous voir un jour en disant « ce financement ne va pas, il faut qu'on reprenne tout, parce qu'en fait, il faut intégrer le coût de la dette, de l'emprunt, de ce financement prévu pour un investissement qui s'amortit sur 70 ans. Il faut réintégrer le prix de la dette, et donc ça fait plusieurs centaines de millions à trouver que l'on n'avait pas trouvé. » J'ai dit « mais attendez, qui nous demande d'intégrer le coût de la dette dans cet investissement ?» C'était pas l'Union européenne. Volontairement, la France est allée devant l'Union européenne en disant « s'il vous plaît, réintégrons le coût de la dette ». Je dis « mais et la dette écologique ? À quel moment vous la prenez en considération, la dette écologique ?» Et on se retrouve dans quoi ? Dans un retard du Grand Paris Express. Là où on devait arriver avec des lignes en 2024 pour les Jeux Olympiques, c'est repoussé à 2030 et certains même parlent sur certaines lignes de 2040. Voilà ces espèces d'enfermements mentaux dans lesquels une espèce de logique très comptable, budgétaire, de financiarisation de tout, y compris de l'investissement public, nous a conduit. Ce sont des erreurs majeures. Voilà. Donc sur le financement de ces transitions et de ces transformations, moi j'ai soutenu l'appel de Jean Jouzel et de Pierre Larouturou et je pense que la solution est là. On ne s'en sortira pas sans un investissement massif et l'Europe doit être au rendez-vous, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Jean Jouzel, vraiment en quelques mots, parce qu'on doit s'arrêter malheureusement, on pourrait continuer longtemps. En quelques mots, vous me disiez tout à l'heure, les économistes ont leur part de responsabilité dans le retard pris dans la lutte contre le réchauffement. Vraiment en quelques mots. Oui, de façon très simple. C'est vrai que je regardais, enfin on m'a invité à regarder une de mes premières interventions dans les années 80. Et en gros, nous disions déjà dans les années 80 ce que nous disons aujourd'hui. Donc il n'y a pas grand-chose de nouveau. Il aurait fallu effectivement... disons que l'action se mette en œuvre dans les années 80. Et j'ai souvent rencontré des économistes qui nous disaient, en gros, oui, la transition, on va la faire, mais attendons, dans 10 ans, dans 20 ans, on sera mieux préparé à faire la transition. Et à un moment, ces économistes, oui, effectivement, ils nous ont emmenés dans le mur, puisque la transition, on ne la fait pas. À force de dire, dans 10 ans, ce sera plus facile, on aura des techniques, on aura développé ce qu'il faut pour faire. Et c'est vrai qu'à un moment, il faut la faire maintenant. Il est presque trop tard, on le dit franchement, ça dépend à quel objectif on se fixe, mais quand on regarde le rapport qui sort aujourd'hui, par exemple, sur le fossé entre les émissions, qui confirme ce que j'ai dit à peu près là sur le GIEC, on voit bien que la difficulté, ne serait-ce que de respecter l'objectif de degré, c'est loin d'être facile. Donc voilà, donc c'est vrai que les économistes, d'une certaine façon, disons, en repoussant toujours l'objectif, en ne disant pas l'urgence de l'action, bon, je ne dis pas qu'ils sont coupables, mais je crois que c'était quand même une erreur d'une certaine façon. Il faut aller de l'avant. Bien, il faut aller de l'avant et il faut aussi aller de l'avant à la tribune. Et donc, je vous propose d'applaudir, bien sûr, Jean Jouzel et Anne Hidalgo.